Vous êtes peut-être en fin de thèse ou alors vous demandez simplement le type de questions qu'on peut avoir pour vous préparer au mieux, et à juste titre parce que l'essentiel de la soutenance, ça va être des questions sur votre thèse. Et mieux on se prépare, mieux on peut gérer. Alors là, il y aura 9 questions. Les questions 1 à 3, elles sont basiques, mais il faut quand même les anticiper. Par contre, les questions 4 à 6, elles sont un peu plus difficiles, et les questions 7 à 9, surtout, elles peuvent carrément vous piéger. C'est un peu les questions qu'on redoute, et c'est celles où on ne peut pas improviser en fait. Le premier type de question, ce sera sur votre cadre théorique. C'est-à-dire que vous avez sans doute fait votre état de l'art, vous avez cherché énormément de concepts, vous avez dû faire des arbitrages, et forcément ils ne seront pas d'accord avec tous vos arbitrages. Donc là, vous allez avoir des questions de type vous avez utilisé concept A et B, pourquoi pas concept C? Donc là, en fait, vous y avez déjà réfléchi 100 fois, donc vous restituez simplement votre raisonnement, et souvent la réponse, c'est quelque chose de type certes, concept C était intéressant, mais moi je voulais étudier tel phénomène et j'ai trouvé que concept A et B, ça permettait de mieux comprendre ce phénomène, de mieux répondre à telle question de recherche pour telle et telle raison. Le deuxième type de question, ça serait sur votre méthodologie. Donc là, en fait, c'est comme le cadre théorique. Vous avez sans doute évalué plusieurs pistes, en fait. Vous avez fait des arbitrages. Est-ce que les archives, ça serait bien dans mon cas? Est-ce que les entretiens, ça serait bien? Est-ce que telle analyse statistique, ça pourrait me servir? Et donc là encore, parfois ils vont trouver que vous avez sous-estimé une méthode de collecte de données. Ils seront pas forcément d'accord avec vos arbitrages parce qu'ils pensent que vous auriez pu arriver à une analyse plus fine en faisant telle et telle chose. Donc là en fait c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir des questions de type vous avez fait des entretiens, mais les archives ça aurait permis de bien compléter. Et là souvent on a deux types de réponses, soit on pouvait pas accéder aux données, et là on dit j'ai pas eu accès aux archives, ou les personnes voulaient pas faire d'entretien, j'ai pas réussi à avoir accès à ce logiciel qui était très cher. Et parfois ils ont juste raison, donc là on reconnaît en fait juste qu'on aurait pu faire mieux. Ou alors on peut contextualiser l'erreur, c'est-à-dire oui c'est vrai que ces données en plus ça aurait été bien, après j'ai posé telle question de recherche, je pense que j'ai quand même pu y répondre correctement, ou j'avais posé telle hypothèse, j'ai pu la confirmer pour partie, et je tire pas de conclusion excessive par rapport aux données que j'ai, ce qu'elles me permettent de dire, etc. Là encore une fois l'idée c'est simplement, c'est pas de faire un combat avec quelqu'un qui aurait raison ou quoi, c'est simplement d'avoir une discussion constructive et de dire oui effectivement, j'aurais peut-être pu avoir ces données, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, qu'est-ce que ça aurait pu indiquer de ma recherche. Alors le troisième type de question, c'est sur la question de recherche. Donc là, ça peut être sur la formulation de votre question de recherche, sur sa clarté, sur sa pertinence. Là encore, il faudra situer pourquoi vous avez choisi de poser cette question de cette manière, en mettant en avant, je sais pas, tel acteur, ou telle zone géographique, ou tel mécanisme, je sais pas. Mais là encore, vous avez écarté beaucoup de pistes, et il faut juste justifier pourquoi en fait. Il faut reconnaître aussi qu'il y avait certaines des pistes qui étaient intéressantes, même si elles ont été écartées. Et elles ont été écartées parce que pour raison A et B, ça vous paraissait encore plus intéressant de vous concentrer sur une piste en particulier. Et généralement pour cette question, un peu comme pour les précédentes, il vaut toujours mieux mettre en avant ses forces plutôt que de tenter de cacher vos faiblesses. Parce que toutes les études ont des faiblesses en fait. On sait que ça a des faiblesses, les autres ont des faiblesses, il y a forcément des faiblesses. Donc on vous reprochera pas plus que ça d'avoir des faiblesses. Par contre, on veut que vous apportiez quelque chose. On veut qu'il y ait une force. Et donc il vaut toujours mieux mettre en avant ses forces que de tenter de prétendre qu'il n'y a pas de faiblesse alors que de toute façon on s'en fiche. Enfin c'est pas l'enjeu, c'est s'il y a une force, c'est bon. Le quatrième type de question, c'est sur les concepts plus précis qui sont mobilisés dans telle ou telle partie. Alors là, tout au long de votre thèse, en fait, l'idée c'est que vous avez dû lire, relire et encore relire pour trouver non seulement des bons concepts, mais aussi des bons sous-concepts. Donc pas ceux de votre thèse dans l'ensemble, mais vraiment un concept que vous avez dû utiliser dans une section, dans un chapitre, dans une partie, et qui est présent que là en fait. Et là, je pense que déjà, il faut juste pas se laisser surprendre. C'est-à-dire que parfois on peut se dire, c'est une question très précise sur un élément de détail, peut-être que ça veut dire que, je sais pas, c'est plus important, c'est plus grave, ou ça remet vraiment en cause. Mais en fait, c'est normal qu'à la lecture, quelqu'un qui soit dans le jury bug un peu sur un concept, une interprétation ou autre. Et là encore, le problème, c'est pas tant votre réponse, parce que vous pouvez faire une réponse similaire à celle sur le cadre théorique dans son ensemble. Voilà, j'ai dû faire des arbitrages, j'ai réalisé que concept A et B, ça permettait de mieux saisir le phénomène pour telle et telle raison, etc. Et le problème, souvent, c'est que on s'y attend pas déjà. C'est-à-dire, c'est une question qui est tellement précise, on se laisse un peu surprendre, quoi. Et du coup, on s'imagine que c'est une critique terrible, alors qu'en fait, parfois, vous avez juste mal expliqué à ce moment-là ce que vous vouliez dire. Et en fait, on vous demande juste de l'expliquer. Le cinquième type de question, il pose sur les variables utilisées dans un tableau ou un graphique. C'est-à-dire que le problème des tableaux et graphiques, c'est qu'on tend un peu à sous-estimer que ça aussi, ça doit être structuré par des variables. Et moi, j'avais beaucoup ce problème. C'est-à-dire que si dans votre tableau, imaginons, vous avez des éléments comme expertise, contexte économique ou niveau de risque, par exemple, il faut juste qu'avant, vous ayez expliqué, quelles sont les définitions des auteurs,
C'est-à-dire comment on définit, peut-être pas contexte économique, mais comment on, je sais pas, expertise différenciée, voilà, ça veut dire quoi, c'est de quel auteur, et donc il faut le préciser. Et 2, pourquoi c'est pertinent dans votre cas, c'est-à-dire ça permet d'expliquer quoi. Et pareil pour les graphiques, vous avez utilisé telle variable, mais vous l'utilisez pour expliquer quoi, pour saisir quelle partie de votre question de recherche, ou pour faire quelle démonstration. Donc si on a l'impression en fait que le tableau ou le graphique il a été fait un peu au feeling, parce que ça faisait sens, parce que le tableau une fois structuré comme ça, il est parlant, on va vous interroger, vous dire, certes ça fait sens, mais est-ce que c'est fondé sur des variables précises qui permettent de cadrer la démonstration et d'être sûr qu'on sait de quoi on parle en fait. Le 6e type de question, ça va être sur vos interprétations des propos d'un auteur. Donc là, votre interprétation des propos d'un auteur, pour le coup, ça peut être très large parce qu'en fait, c'est voilà, est-ce que l'auteur que vous utilisez, il parlait d'un pays et qu'en fait, vous avez appliqué son raisonnement à un autre pays sans forcément justifier, ou est-ce qu'en fait, vous avez tout simplement mal compris en fait ce qu'il voulait dire. Et bon, généralement, ça reste limité, déjà parce qu'on a quand même beaucoup lu, on a la direction de thèse, les deux, ça fait que même si on se trompe, on est sans doute pas si loin que ça, donc ça limite les dégâts. Et puis des fois, vous avez juste pas été assez clair en fait et explicite. C'est-à-dire que de nouveau, voilà, je dis n'importe quoi, mais expertise différenciée, vous posez ça là, vous dites selon l'expertise différenciée de tel auteur, et en fait, quand on lit, on voit la référence, mais c'est pas du tout explicité. Et les gens n'ont pas forcément envie d'aller voir la référence. Donc, ils ont peut-être pas compris, ils vont pas dire j'ai pas compris, ils vont dire qu'ils sont pas certains de votre interprétation des propos de l'auteur, ou que ce soit la bonne interprétation. Donc il est possible que vous ayez juste raison, il faut juste avoir les arguments prêts et éventuellement accepter qu'il y avait une petite incompréhension, dire en quoi ça pourrait modifier un peu l'analyse, et puis voilà, de nouveau, l'idée c'est pas de rentrer dans un combat de qui a raison, c'est simplement d'expliquer ses positions et d'avoir une conversation enrichissante en fait. Alors là, avec les questions 7, 8 et 9, on entre dans une zone un peu plus risquée. Le 7e type de question, c'est quel est l'apport de vos recherches? Là, on ne peut pas improviser. C'est-à-dire que l'apport d'une recherche, ça veut dire qu'il faut à la fois connaître la littérature et ses sous-branches, parce qu'on ne raisonne pas en sociologie ou en sciences politiques. Il y a toujours des découpages, des disciplines, des sous-disciplines, des sous-littératures qui sont faits et qu'il faut connaître. Et il faut savoir au sein de ces